pas de questions avant de continuer, on va passer à la diapo suivante, sinon n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage pour ça. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir afin de vous présenter le processus de l'appel de proposition lancé par Prospérité Canada. Il s'agit d'un nouveau programme prometteur intitulé Avenir résilient. Avant de démarrer la présentation, nous souhaitons commencer par une reconnaissance territoriale. Prospérité Canada reconnaît que nous vivons et travaillons sur les territoires ancestraux des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Notre bureau de Toronto est situé sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Wendat, la nation Anishinaabe, la Confédération des Haudenosaunee, la Première Nation des Mississauga de la New Credit et la nation Métis. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers ces nations pour leur gestion de ce territoire. En tant que colons et nouveaux arrivants, nous reconnaissons notre responsabilité de partager ce territoire et de le préserver dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Nous vous encourageons à partager dans la boîte de clavardage les reconnaissances de territoire de l'endroit où vous vous trouvez pour ce webinaire. Nous avons 1 heure ensemble pour passer en revue beaucoup d'informations. Sur la diapositive, vous voyez les points essentiels de la séance d'aujourd'hui. L'objectif est de vous donner une vue d'ensemble du programme et des éléments les plus importants. Vous trouverez toutes les informations, tous les détails dans les documents explicatifs accessibles sur le site d'Avenir Résilient. Je vous conseille de commencer par les lignes directrices et critères de financement et la foire aux questions et glossaire. Donc pour commencer, je me présente. Je suis Amandine Fournier et j'ai rejoint Prospérité Canada récemment, en charge des partenariats avec les organismes francophones notamment. Je vais vous présenter le processus de demande de financement aujourd'hui et si je réponds également aux questions et demandes envoyées à l'adresse courriel indiquée à l'écran et dans la boîte de clavardage quand elles sont formulées en français. Ma collègue Phaedra Maikantis est également présente aujourd'hui avec nous en tant que responsable de la gestion des subventions dans le cadre d'Avenir Résilient. Elle est à la manœuvre pour tout le processus de demande et répond aux questions et demandes quand elles sont formulées en anglais. Je vais présenter brièvement Prospérité Canada pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je vous invite à explorer notre site web www.prosperitécanada.org pour en savoir plus et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Fondée en 1986, Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté, grâce à des politiques et des programmes novateurs. Le projet Avenir Résilient s'inscrit dans la droite ligne de notre mission, en soutenant des organismes communautaires dans tout le pays qui représentent une grande diversité de populations et rendent accessibles des services d'autonomisation financière aux personnes à faible revenu. Je vais vous présenter beaucoup de contenu aujourd'hui. Aussi, je vous rappelle que la séance est enregistrée. Vous pourrez donc la visionner à loisir après coup pour revoir certains points ou si vous ne pouvez pas rester avec nous pour toute la présentation. Vous la recevrez ainsi que tous les documents explicatifs que je vais mentionner au cours de cette séance. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Prospérité Canada a lancé Avenir Résilient, assurer le bien-être financier de tous les Canadiens. Une initiative de 60 millions de dollars visant à améliorer la stabilité et le bien-être financier à l'échelle nationale. Ce programme va financer des organismes communautaires qui proposent gratuitement des services de base d'autonomisation financière, tels que le soutien pour déclarer ses revenus, l'aide à l'accès aux prestations, l'accompagnement et consultation financiers, ainsi que l'éducation financière. Avenir Résilient inclut également des financements dédiés aux organismes œuvrant auprès des communautés noires, des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des personnes en situation de handicap. Notre mission est de soutenir 1 million de Canadiens
est de débloquer plus de 2 milliards de dollars en prestations et en ressources financières essentielles, ouvrant ainsi la voie à une résilience financière durable. Avant de détailler qui peut faire une demande pour les différents volets, il est important de mentionner ce que nous pouvons et ne pouvons pas financer. Donc, le programme Avenir Résilient aide les personnes à revenus faibles ou modérés à améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services d'autonomisation financière dispensés par des organismes communautaires à but non lucratif. Ces services doivent répondre aux exigences minimales suivantes: être gratuits et adaptés pour les clients à faible revenu ou modéré, être offerts en mettant l'accent sur l'être humain et en tenant compte des traumatismes. Ces services doivent répondre aux besoins et au contexte de la communauté, être disponibles pour les clients tout au long de l'année et être fournis dans différents formats, que ce soit virtuel, en personne, hybride, etc. Idéalement, ces services doivent également se concentrer sur des personnes confrontées à de multiples obstacles et issues d'une communauté mal desservie, être guidés par les populations qu'ils desservent, tenir compte des réalités de la vie des participants et permettre de collecter des fonds supplémentaires pour en augmenter l'impact. Vous voyez ici la liste de ce que nous ne finançons pas, à savoir les personnes physiques, les organismes ou entreprises à but lucratif, les fondations privées ou d'entreprises, les agences gouvernementales, fédérales, provinciales ou municipales et conseils scolaires. Nous ne financerons pas aussi non plus d'organisations engagées dans une activité politique, soutenant ou s'opposant à un parti, ou des organisations dont l'objectif principal est de soutenir et faire bénéficier d'autres organismes non admissibles, ou encore des organisations ayant moins d'1 an d'existence, de fonctionnement et d'historique financier. Il est important de noter que certaines organisations admissibles peuvent avoir pour mission de faire évoluer les lois ou politiques gouvernementales. C'est le cas particulièrement pour des organisations au service des populations prioritaires, savoir les communautés noires, autochtones et les personnes en situation de handicap. Cependant, nous ne finançons pas de projets dont l'objectif principal est de faire évoluer les lois ou politiques gouvernementales. Sont également exclus les projets à l'étranger, le déficit ou financement d'urgence et les dépenses importantes d'investissement. Voilà, j'ai donné qu'un aperçu de ce que nous finançons et nous ne finançons pas. Encore une fois, vous retrouverez vraiment tous les détails dans les documents explicatifs. Alors, pour comprendre qui peut faire une demande, donc vous pouvez faire une demande si votre organisme est un organisme de bienfaisance enregistré ou un donataire reconnu tel qu'identifié par l'Agence du revenu du Canada. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut ou de la validité de votre statut, vous pouvez le vérifier sur leur site ou les contacter. Si vous êtes un OSBL, un organisme sans but lucratif, vous pouvez présenter une demande en partenariat avec un organisme de bienfaisance ou un autre donataire reconnu dans le cadre des volets 1 et 2, donc les volets centre et volets partenaire, ou vous pouvez présenter une demande individuellement pour le volet 3, le volet partenaire pour la croissance des populations prioritaires, à condition que votre mission s'aligne sur celle de Prospérité Canada et sur les objectifs et critères du programme. Avant de passer aux 3 volets de financement, on va voir la période d'exécution du programme. Donc, une fois approuvés, les projets commenceront à partir d'octobre 2025 et s'étaleront jusqu'à mars 2029. Cela signifie que les fonds devront être dépensés entre le 1er octobre 2025 et le 31 mars 2029. Les rapports requis devront aussi être soumis durant cette même période. Donc cela donne plus de 3 ans à tous les organismes financés pour mettre en œuvre leurs programmes et services.
Alors, avant de passer aux 3 volets de financement, je souhaite préciser qu'aujourd'hui, je vais surtout parler des éléments essentiels. Encore une fois, sur le site d'Avenir Résilient, dans la rubrique Faire une demande de financement, vous trouverez les documents intitulés Consignes pour les demandes, lettres d'intention, qui contiennent tous les détails concernant chaque volet. Il existe un document de consigne par volet. Je tiens juste à préciser que l'adresse du site web Avenir Résilient est la même pour les 2 langues, c'est la même URL. Donc ne vous étonnez pas si la page s'ouvre en anglais quand vous cliquez sur le lien, vous avez accès à tout le contenu en français en choisissant français. Le programme Avenir Résilient inclut 3 volets de financement direct pour les organismes communautaires locaux qui cherchent à étendre leurs services dans les 13 provinces et territoires du Canada. Nous avons le volet 1 pour les centres d'autonomisation financière. Il s'agit d'organismes bien établis, d'envergure régionale, qui fournissent des services d'autonomisation financière, des formations ou du renforcement des capacités pour l'écosystème. Le financement maximum est d'1 million de dollars par an. Pour le volet 2, il se consacre aux partenaires d'autonomisation financière. Et donc, ce sera jusqu'à 300 000 dollars par an pour des organismes communautaires proposant des services d'autonomisation financière directement aux populations. Enfin, le volet 3 pour les partenaires pour la croissance des populations prioritaires. Pour des organisations qui sont au service des communautés noires, des Premières Nations, des Métis et Inuits, ainsi que des personnes en situation de handicap. Le financement sera de 200 000 dollars maximum par an. Alors, on va passer en revue chacun des volets. Encore une fois, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'informations sur la diapositive. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a, donc je vous invite à le regarder plus tard et à retrouver tous les détails dans les documents dont nous avons fait mention. Donc pour ce volet, le volet 1, nous envisageons de financer environ 10 organismes individuels et 4 collectifs d'organismes. Les montants annuels maximum sont de 450 000 dollars pour les demandes individuelles et d'1 million de dollars pour les collectifs. Les centres sont des organismes d'envergure régionale et ou centrés sur une population qui proposent des services d'autonomisation financière essentiels et de grande qualité, ainsi que des ressources et du soutien à d'autres organismes, eux-mêmes offrant ces services ou certains de ces services. Les centres peuvent offrir des activités de renforcement de capacité à l'interne et à l'externe et appuient la coordination des services au sein de l'écosystème local, permettant ainsi d'améliorer le réseau d'autonomisation financière. Quelques points importants concernant les critères d'admissibilité. La liste complète est à l'écran. Le centre peut être axé sur une région ou sur l'une des populations. Un nombre élevé de participants escompté est attendu pour démontrer un impact et une envergure régionale. À noter que plusieurs organismes peuvent former un centre et faire une demande collective ou un seul organisme peut présenter une demande individuelle en tant que centre. Les centres doivent avoir la capacité de former et de renforcer les capacités d'autres organismes. Les centres auront la possibilité de redistribuer des fonds jusqu'à 20 000 dollars par an, jusqu'à 20 000 dollars par organisme associé. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, pour vous donner un exemple de ce que peut être un centre d'autonomisation financière, voici une situation où votre organisation dispose déjà d'une gamme complète de services d'autonomisation financière, de ressources et d'un personnel capable de dispenser des formations à d'autres organismes de leur région ou au niveau national. Et par exemple, un organisme peut vous demander de l'aide pour mettre en place une formation à la gestion des dettes dans le cadre d'une série d'ateliers ou pour l'inclure à long terme dans sa programmation. Votre organisation peut alors dispenser une formation approfondie
au personnel de cet organisme, mettre à sa disposition des documents et d'autres ressources, par exemple des documents culturellement appropriés, et l'aider à mettre en place des cadres d'évaluation. Voilà pour un exemple de centre. Alors, si on passe au volet 2, qui concerne les partenaires d'autonomisation financière, nous prévoyons dans ce cas-là de financer environ 15 organismes jusqu'à 300 000 $ maximum par an chacun. Ce volet finance des organismes communautaires qui offrent déjà des services de base d'autonomisation financière afin de les accroître pour en faire bénéficier davantage de personnes à l'échelle régionale ou nationale. Une partie des fonds peut également permettre aux organismes de mettre en place de nouveaux services d'autonomisation financière. Quelques points à noter pour ce volet. Les organismes communautaires doivent avoir une expertise relative aux besoins des communautés desservies. Ils doivent fournir déjà une partie ou la plupart des services essentiels d'autonomisation financière à des personnes vivant avec des revenus faibles ou modérés. Et ils doivent avoir pour objectif d'établir ou d'étendre leurs services. Dans le cadre de ce volet, les partenaires pourront également demander à redistribuer des fonds pour soutenir des organismes associés. On parlera un petit peu plus loin de cette option. Pour vous donner un exemple, votre organisme qui peut candidater pour être partenaire dispose de fortes capacités et offre une série de services d'autonomisation financière d'envergure régionale ou nationale. Cependant, vous souhaitez élargir votre champ d'action en développant les programmes existants ou en créant de nouveaux services pour répondre à des besoins apparus au sein de votre communauté. Par exemple, un programme accessible au service des personnes en situation de handicap. Le troisième et dernier volet concerne les partenaires pour la croissance des populations prioritaires. Nous envisageons de financer environ 7 organismes pouvant obtenir jusqu'à 200 000 $ par an. Ce volet vise à soutenir des projets axés sur au moins l'une des populations prioritaires identifiées. Les organismes doivent avoir une expertise établie dans le soutien à au moins une de ces populations prioritaires ou avoir pour mission et mandat de centrer leurs services et leurs programmes sur au moins une de ces communautés. Ce fonds a pour but d'aider les organismes communautaires à développer des services d'autonomisation financière et de sensibilisation sur mesure afin de mieux répondre aux besoins de leur population prioritaire à l'échelle régionale et ou nationale. Parmi les critères d'admissibilité, nous pouvons citer notamment le fait de posséder une expertise dans l'offre de services et d'aides adaptées à l'une des 3 populations identifiées, sans forcément que ce soit des services d'autonomisation financière. Être dans une démarche de partage de connaissances avec d'autres organismes sur la manière de fournir efficacement des services d'autonomisation financière adaptés à la population cible. Pour donner un exemple pour ce volet, votre organisme possède une expérience approfondie au service d'au moins une population prioritaire, mais n'a pas encore mis en place un ensemble de services d'autonomisation financière. Par exemple, vous pouvez avoir 1 an d'existence et être encore en train de développer vos services et vos capacités. Les fonds pourront servir à établir des services d'autonomisation financière à long terme et à améliorer le travail de sensibilisation. Alors, prenons un exemple tous ensemble pour identifier quel volet choisir pour un organisme que nous avons appelé YQB. Il faut bien noter que c'est un organisme, il ne s'agit pas d'un organisme réel. Donc, pour la petite histoire, YQB est un organisme multiservice œuvrant principalement auprès des communautés noires à Québec et avec des actions de sensibilisation dans les alentours. Ses bénéficiaires sont à la fois des citoyens, des résidents et des nouveaux arrivants. Il offre un vaste éventail de services, notamment une aide à l'installation,
des services en santé mentale et en gestion de crise. Il dispose d'une longue expérience en matière d'adaptation des mesures de soutien en fonction des forces, des perspectives et des besoins spécifiques à la communauté noire de Québec. Il a fourni des services d'éducation financière et de déclaration de revenus, mais souhaite aujourd'hui développer une aide à l'accès aux prestations et des services d'accompagnement financier. Donc avec ce scénario, quel serait le volet de financement qui correspondrait le mieux à YQB? Vous pouvez proposer vos réponses dans le clavardage. Je vous laisse quelques instants. Ne soyez pas timide. Vous avez le choix entre volet 1, volet 2 ou volet 3. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Merci pour les personnes qui participent. Je laisse encore quelques instants. On est en petit comité aujourd'hui. Alors, voyons ensemble. Alors, effectivement, YQB présente une expertise pour des services à la population et une certaine expérience dans l'offre de services d'autonomisation financière. Cependant, il ne fournit pas actuellement toute la gamme de services d'autonomisation financière. Il n'est donc pas admissible au volet 1, qui est le volet des centres. YQB pourrait présenter une demande dans le cadre du volet 3. Effectivement, on a eu des réponses en ce sens. Partenaire pour la croissance des populations prioritaires, parce qu'il se concentre sur les communautés noires. Mais ce volet s'adresse aux organismes qui ont peu ou qui n'ont pas d'expérience dans l'offre de services d'autonomisation financière, ce qui ne convient pas exactement à YQB. Il nous reste donc le volet 2, qui est le volet des partenaires, qui correspond bien à cet organisme, car il s'agit d'organisations qui fournissent déjà 2 ou plus services d'autonomisation financière et qui cherchent à accroître leur portée et ou leur offre de services. Donc j'espère que cet exemple vous permet de mieux comprendre un petit peu les nuances entre chaque volet de financement. Si vous avez la moindre question avant de commencer votre demande ou quand vous êtes en train de remplir votre demande, n'hésitez pas à nous contacter par courriel et nous ferons tout notre possible pour vous répondre et vous aiguiller. Alors, un aspect important concernant les montants de financement. Il faut vraiment respecter lors de la demande les limites de financement indiquées pour chaque volet et situation. Vous ne pourrez pas demander plus que le maximum annuel indiqué précédemment. Vous retrouverez tous les détails, les limites, les explications dans les documents explicatifs. Donc, par exemple, si vous faites une demande dans le cadre du volet 2 partenaire, la limite est de 300 000 $ par an et ce montant-là inclut les fonds redistribués à d'éventuels organismes associés dont nous parlerons juste après. Les demandes de financement seront évaluées en fonction de l'impact potentiel du projet proposé. Pour la mise en œuvre de services en direct, nous vous recommandons d'utiliser une base de référence que voici, à savoir un financement de 100 000 $ pour chaque tranche de 1 750 clients bénéficiaires de services. Comme les services de déclaration de revenus sont généralement moins coûteux à proposer que d'autres, cette base de financement a été établie pour une combinaison de services d'environ 70% de clients pour la déclaration de revenus, 15% de clients pour l'accès aux prestations et 15% de clients pour de l'accompagnement ou des consultations financières. Si vous avez besoin de fonds supplémentaires, par exemple pour soutenir des clients difficiles à atteindre, ou pour fournir un ensemble de services plus coûteux, certains organismes se concentrent sur l'accompagnement et les consultations plutôt que sur la déclaration. Et on sait que c'est plus coûteux.
Vous pouvez alors demander un montant supérieur à cette base de financement, à cette base, pardon, de référence. À noter, uniquement pour le volet 1, les centres, cette base de référence n'inclut pas les coûts associés à la mission de renforcement des capacités et d'animation de l'écosystème. Donc pour ces activités-là, vous pouvez demander un montant en sus de cette base de référence, tout en restant, bien sûr, dans la limite maximale du volet. Alors, voilà l'option que j'ai mentionnée un petit peu auparavant et qu'on va détailler ici. Donc, pour les centres et les partenaires, donc volet 1 et volet 2, les organismes qui seront financés dans le cadre d'Avenir Résilient pourront redistribuer des fonds à des organismes associés de leur écosystème. Chaque organisme associé peut recevoir jusqu'à 20 000 $ de la part du centre ou du partenaire d'autonomisation financière. Et ces organismes associés jouent un rôle essentiel pour aider les centres et les partenaires à servir les communautés vulnérables. Par exemple, ils établissent des contacts, ils accueillent des événements et des services offerts par les centres et les partenaires. Ils fournissent rétroaction et collaboration pour les aider à adapter leurs services afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Alors, avant de passer au portail de demande, je vais juste rappeler que, il y a beaucoup d'informations. Comme on l'a dit, c'était une vue d'ensemble aujourd'hui. Donc n'hésitez pas après coup à, visionner la séance, à relire attentivement tous les documents dont on fait mention et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par courriel pour nous poser des questions. Donc toutes les demandes de financement dans le cadre d'Avenir Résilient sont à faire en ligne sur le portail qui est disponible en français et en anglais. Il y a 3 étapes pour soumettre une lettre d'intention, qui est la première étape pour faire la demande. Donc, je ne vais pas me répéter, il y a on insiste sur l'importance de bien lire, toutes les explications et les documents qu'on a pu mettre à votre disposition et vous retrouverez les liens à la fois dans les diapositives, dans le clavardage et puis sur le site internet. Rassemblez vos documents, vos informations qui sont requis pour cette demande et puis rendez-vous en ligne et inscrivez-vous, comme on va le voir ici. Donc, la première fois que vous accéderez à la plateforme de demande en ligne, vous devrez créer un compte utilisateur, vous renseignez les champs obligatoires et vous recevez un courriel de confirmation qui vous permet ensuite de vous reconnecter et de commencer votre demande. Si vous avez besoin si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, n'hésitez pas à nous écrire par courriel et nous vous assisterons individuellement. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur une page d'accueil qui a un peu votre tableau de bord. De là, vous pourrez accéder à vos demandes, si vous en avez plusieurs en cours. Je tiens à préciser que pour Avenir Résilient, pour ce programme de financement, nous n'accepterons qu'une seule demande par organisme. Donc vous ne pourrez pas, on n'étudiera qu'une seule demande pour votre organisme. Après, dans votre profil en ligne, peut-être que vous aurez plusieurs demandes en cours, mais vous ne devrez en soumettre qu'une seule. Donc ce tableau de bord vous permet d'accéder à vos demandes, soit en cours, soit terminées, soit soumises, soit expirées. Votre profil, vous pouvez vous déconnecter à partir de là. Et donc pour commencer une demande dans le cadre d'Avenir Résilient, vous devrez aller cliquer, comme on le voit à droite de l'écran, sur Commencer demande. On vous demandera de sélectionner un volet de financement, donc dès le début, donc volet 1 ou volet 2 ou volet 3, donc centre, partenaire ou partenaire pour la croissance. On vous demandera de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez faire votre demande et à ce moment-là,
le questionnaire sera mis complètement dans la langue de votre choix. On vous demandera de confirmer si vous êtes un organisme de bienfaisance ou donataire reconnu ou un OSBL. Et ce choix détermine certaines des questions dans la suite du questionnaire de demande. Une liste de questions d'admissibilité s'affichera et vous devrez y répondre avant de pouvoir continuer votre demande et d'avoir une demande en cours. Ces questions d'admissibilité sont différentes selon les volets, à part une seule question qui vise à confirmer que le projet que vous proposez est bien basé au Canada, puisque si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas être financé. Après cette étape des questions d'admissibilité, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et continuer. Et à partir de là, vous aurez accès aux 3 sections principales de la demande. Une section sur les renseignements sur votre organisme, une section sur les renseignements sur le projet et une section de questions sur votre proposition. Une fois que vous avez accès à ces 3 sections, vous pouvez sauvegarder à tout moment, revenir plus tard avant de finaliser. Pour pouvoir continuer, passer à une étape suivante et pouvoir à la toute finaliser, il vous faudra remplir tous les champs obligatoires qui sont indiqués avec un petit astérisque rouge. Voilà. Une fois que vous êtes prêt, que vous avez prêt à soumettre, que vous avez rempli tous les champs que vous souhaitez remplir, que vous ne souhaitez plus rien modifier, il vous faudra soumettre cette demande en cliquant sur Enregistrer et terminer. On vous redemandera confirmation, à savoir est-ce que vous êtes vraiment prêt à soumettre, puisque une fois que vous cliquez sur OK, vous recevez un message de confirmation, de remerciement. Donc, tout d'abord, félicitations, votre lettre d'intention sera déposée. Vous pourrez toujours la consulter, votre lettre d'intention, c'est-à-dire votre demande, mais vous ne pourrez plus la modifier. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler là. Bien comprendre que vous pouvez modifier votre demande à tout moment. Vous pouvez la faire en plusieurs fois jusqu'au moment où vous la soumettez. À partir de là, vous ne pourrez plus rien modifier. Vous pourrez toujours la consulter. Alors, passons maintenant un peu plus à ce qui se passe après, une fois que vous avez soumis votre lettre d'intention. Donc, tout d'abord, il est important de savoir que la date limite de dépôt des lettres d'intention est le 14 mai 2025, 23h59, heure avancée de l'Est. Et nous ne commencerons l'examen des demandes qu'après cette date butoir. Alors, comment les demandes seront-elles évaluées? Donc, nous avons à la fois un ensemble de critères d'évaluation qui s'appliquent aux 3 volets de financement et des critères spécifiques à chaque volet que nous verrons juste après. Encore une fois, la liste de tous ces critères, de toutes ces explications est dans les documents explicatifs, notamment le document intitulé Ligne directrice. Je vous invite vraiment à les retrouver dans ce document. Pour en citer quelques-uns, les projets doivent répondre à un besoin identifié par la communauté. Ils doivent être présentés avec un budget raisonnable qui correspond au plan de travail. Et il est important que ces projets démontrent une expérience et des capacités organisationnelles solides. Pour les critères d'évaluation propres à chaque volet, on a fait un visuel sous forme de tableau pour que ce soit peut-être plus facile de comprendre les critères qui sont les attentes différentes entre chacun des volets. Vous voyez par exemple ici que seul le volet 1 des centres intègre le critère en haut de la liste, à savoir faire preuve de collaboration et de partenariat solide au sein de l'écosystème. De la même façon, on attend des projets du volet 3, centrés sur les populations prioritaires, d'avoir de l'expérience dans la promotion et la défense de services inclusifs et appropriés pour un ou plusieurs groupes de populations prioritaires. Ce tableau peut vous aider à déterminer dans quel volet faire votre demande.
Nous l'utiliserons aussi pour analyser les demandes et nous assurer que chacune correspond aux critères du volet sélectionné. Alors, parlons un petit peu du processus d'examen. Donc, une première étape vise à présélectionner les lettres d'intention sur la base de leur admissibilité et de leur pertinence. Ce sera fait en interne par une équipe de Prospérité Canada. Vous serez informé dans tous les cas, que vous ne soyez pas retenu ou que vous soyez invité pour l'étape suivante, vous serez informé. Donc, l'étape suivante consiste à soumettre une proposition complète entre mi-juin et début juillet. Les propositions complètes seront examinées par un comité consultatif composé de bénévoles de la communauté représentant tout le pays. Ces membres seront issus d'un échantillon représentatif de différents secteurs d'activité, avec une expertise ou une expérience vécue diversifiée, et seront composés d'évaluateurs ayant une approche intersectionnelle de l'évaluation. À la fin du mois d'août, le conseil d'administration de Prospérité Canada examinera les propositions recommandées par le comité consultatif et prendra une décision finale sur leur financement. Si vous êtes invité à présenter une proposition complète, vous recevrez toutes les informations pour ce faire en temps voulu, mais voici un aperçu de ce qui vous attend afin que vous puissiez commencer à vous préparer. Donc l'étape B, comme on l'appelle, qui est l'étape de la proposition complète, repose sur la lettre d'intention. Elle répond de manière plus détaillée à des questions et compléments d'information. Vous serez informé d'ici juin 2025 si vous êtes sélectionné pour passer à l'étape B. On vous demandera alors aussi de soumettre les documents listés à l'écran, notamment un budget, un plan de travail, vos documents financiers. Donc, selon le type d'organisme et son ancienneté, les documents financiers peuvent être un petit peu différents, donc on s'adaptera aussi. Et certains documents listés ne s'appliquent qu'à certains volets, comme par exemple les lettres d'appui pour le volet 1 des centres. Si vous obtenez un financement dans le cadre d'Avenir Résilient, il est important de connaître les engagements envers le programme et les dépenses aussi admissibles ou non admissibles. Donc, on va voir cela également. Donc, une fois que les financements seront accordés, nous vous fournirons les modèles de rapports à soumettre tout au long du programme. Ils comprendront des rapports financiers ainsi que des rapports de résultats qualitatifs et quantitatifs. La liste des dates d'échéance sera fournie dans le cadre de votre accord de financement. Il vous sera demandé des rapports financiers trimestriels et un rapport intermédiaire et un rapport final par année de financement. L'année de financement allant d'avril à mars. Vous serez, en tant qu'organisme financé, vous serez tenu de participer à la communauté de pratique qui sera mise en place pour toutes les organisations. Des rencontres régulières virtuelles seront organisées pour partager les connaissances et bonnes pratiques, apprendre les uns des autres et réseauter. Alors, les deux diapositives suivantes vous listent les dépenses admissibles et les dépenses non admissibles. Je vous renvoie vraiment à la lecture des documents puisque vous retrouverez exactement ces deux tableaux dans les documents. Je pense que c'est un petit peu compliqué de présenter ça à l'oral et ce sont des informations qu'il est plus important de pouvoir lire au calme. Je souhaite juste mentionner dans les dépenses non admissibles, donc comme on l'a cité auparavant, des projets qui relèvent d'organisations non admissibles, évidemment. Et dans un point à noter, donc, concernant les organismes à but lucratif, donc les projets émanant d'organismes à but lucratif ne sont pas admissibles. Cependant, ces organismes à but lucratif peuvent participer
dans certains projets financés par Avenir Résilient, par exemple en tant que consultant dans le cadre du projet. Mais le financement octroyé par Avenir Résilient sera versé à l'organisme de bienfaisance ou au donataire reconnu, ou à l'OSBL, l'organisme sans but lucratif qui en fait la demande. Avant de terminer la présentation, je souhaite rappeler le calendrier du processus de demande. Donc voilà les dates et les étapes importantes dont nous avons parlé. Donc je répète, la date très importante du 14 mai 2025, qui est la date butoir pour le dépôt de la lettre d'intention. L'étape des propositions complètes sera entre la mi-juin et début juillet. Au cours de l'été, le comité consultatif examinera les propositions complètes et fera ses recommandations. Et à la fin du mois d'août, le conseil d'administration de Prosper Canada, sur la base des recommandations du comité consultatif, prendra les décisions finales de financement. Le démarrage des projets s'effectuera à partir d'octobre 2025, une fois que tous les demandeurs auront été informés et que les accords de financement auront été signés. Au cours de cette présentation, j'ai mentionné différents documents explicatifs dont vous retrouvez ici la liste complète. Comme indiqué précédemment, vous avez accès à ces documents sur le site d'Avenir Résilient, surtout si vous allez dans la rubrique faire une demande de financement. Vous les verrez, ils seront en lien. Ma collègue les ajoute également dans le clavardage. Je vous recommande de commencer par les lignes directrices et critères de financement qui vous brossent vraiment tout le portrait du programme et des différents volets. Il y a également une foire aux questions et glossaire en cas de besoin. Et pour comprendre, les consignes pour les demandes sont donc les 3 documents séparés, un pour chaque volet, qui vous donnent le détail des questions et de ce qui vous attend si vous faites une demande dans le cadre du volet 1 ou du volet 2 ou du volet 3. Nous en avons terminé avec la présentation aujourd'hui. Je sais que le contenu était très dense. Un conseil est de prendre le temps pour y revenir ou de parcourir les documents explicatifs. Et comme indiqué précédemment, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à resilientfutures@prospercanada.org. Et je pense qu'on a le temps pour des questions, s'il y en a. On attend de voir si jamais il y a des questions. Effectivement, c'est le bon moment de vous rappeler que une séance de questions-réponses est prévue la semaine prochaine, le jeudi 24 avril à la même heure. Il y a le lien pour s'inscrire dans le clavardage. Je tiens à préciser que nous avons présentement un petit problème technique par rapport à cette séance de questions-réponses. Ça doit être réglé sous peu. Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation suite à votre inscription, c'est peut-être à cause de ce petit problème technique. Si vous avez le moindre doute, vous nous contactez par courriel et on vous confirmera. Vous pouvez poser vos questions en amont de la séance, à tout moment pendant le processus, par courriel. Vous pourrez également poser vos questions en direct lors de la séance. Cette séance sera enregistrée et disponible en ligne par la suite.
et elle sera également accessible aux personnes sourdes avec une interprète LSQ. Donc, je laisse... non, pas de questions peut-être pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations, hein. C'est compréhensible. Euh, je vais, voilà, si on n'a pas de questions qui remontent, je vais peut-être conclure la séance. Je vois que, juste un instant, c'est Claire-Hélène de Prospérité Canada ici. On n'a pas reçu de questions dans la question-réponse, mais je vois qu'il y a Edith et Faiza qui sont en train de euh, ajouter quelque chose au chat. Merci Claire-Hélène, effectivement. Peut-être à ce moment-là, pour vous laisser le temps d'ajouter vos commentaires ou vos questions dans le clavardage, je souhaite juste mentionner aussi que si vous connaissez des organisations pertinentes dans votre réseau ou dans d'autres régions qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à leur faire passer l'information. Euh, et je m'arrête parce que je suis en train de lire la question. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les formats qui mettent le focus sur le coaching? Quel est l'investissement par personne généralement considéré comme admissible par Prosper? Alors, ça fait référence à la base de référence qu'on a mentionnée plus tôt. Comme je l'indiquais, c'est une base de référence euh, proposée et qui, donc pour rappel, on mentionnait environ 100 000 dollars de demande de financement pour 1750 clients servis. Mais ça prenait en considération une combinaison d'une offre de service avec 70% déclaration de revenus, 15% d'aide à l'accès aux prestations et 15% pour de l'accompagnement et de l'accompagnement et des consultations individualisées. À ce stade, on n'est pas allé, on ne propose pas une base de référence plus détaillée que ça. Je pense que le mieux est vous pouvez par courriel nous mettre un peu plus précisément comment vous envisageriez les choses. Si par exemple vous êtes une organisation qui se concentre vraiment sur l'accompagnement et les consultations, et on sera à même de répondre de façon un peu plus fine sur la base d'informations un petit peu plus précises. Donc je dirais par courriel. Euh, je prends J'espère que ça vous a apporté une première réponse. Je vais juste prendre la question d'après. N'hésitez pas à remettre dans un message si jamais je n'ai pas répondu. Le formulaire lettre d'intention est-il disponible en version PDF ou autrement afin de connaître la globalité des questions avant d'aller en ligne? Alors, très bonne question, merci. Donc en fait, alors non, mais donc dans le document consigne pour les demandes, là où on a un document par volet, vous verrez quand vous ouvrez ce document PDF, après les deux premières pages qui vous montrent un petit peu comment naviguer le portail de demande, vous avez en fait listé quasiment l'intégralité des questions qui vous attendent. Donc je fais comme ça parce qu'il y a deux colonnes, il y a les questions et puis des conseils pour y répondre. Donc, vous pouvez déjà avoir un bon aperçu général grâce à ce document PDF. Euh, et puis, ensuite, vous pouvez tout à fait créer votre compte utilisateur
commencez une demande. Vous verrez, c'est assez simple. Et quand vous avez commencé votre demande, une fois passé les 3 ou 4 questions d'admissibilité, là, vous avez accès à tout le questionnaire. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de le remplir. Vous pouvez aller cliquer en haut sur les différentes sections et ce qui vous permettra d'accéder pour chaque session à toutes les questions. Alors, merci Faiza d'avoir confirmé. Je suis contente d'avoir apporté un premier niveau de réponse. Et puis, effectivement, on pourra continuer par courriel pour que ce soit plus précis. Voilà. Si quelqu'un a peut-être une dernière question, un dernier commentaire. OK. Écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir assisté à la présentation, être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que cela vous a apporté des informations et surtout donné envie de faire une demande de financement. Je tiens à remercier notre interprète LSQ et également mes collègues pour le support technique. Et puis, n'hésitez pas à diffuser cet appel de proposition, à vous inscrire pour la semaine prochaine. Je serai là, au rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Alors, je vais terminer maintenant. Au revoir. Merci beaucoup, Monique, Élie. C'était Merci beaucoup. bien, c'était parfait, merci. Merci, très bien. Bye. Bye. Merci, bonne journée.